Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. On va parler politique ce matin, surtout on va parler de la crise avec deux invités. D'abord, le professeur Victor Benoît qui est déjà sur le plateau, Maître Ben et pour les intimes, qui est le représentant officiel du Rassemblement social démocrate pour le progrès d'Haïti, RSD, et Henri-Christian Louis, qui est ingénieur agronome, il est avec nous. Et quant à lui, on parlera de la dialectique de la crise. Nous sommes très heureux à Métropole de pouvoir accueillir nos deux invités. Maître Ben, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Métropole. Et je dis bonjour à ma nouvelle connaissance, Henri-Christian Louis. L'agronome Henri-Christian Louis. Henri-Christian Louis, bonjour, bienvenue à Métropole. C'est votre première participation à cette émission? Certainement, ma première participation à l'émission. Bonjour Wendell, et merci à Radio Métropole et à vous particulièrement de m'avoir invité. Bonjour Maître Benoît, et je dis bonjour à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Et je voudrais aussi profiter de ma présence ici pour présenter mes sympathies aux victimes de cette crise qui traîne depuis le 6-7 juillet 2018 et particulièrement aux parents affligés et affectés. Merci, merci Christian. Je vous en prie. Alors, d'entrée de jeu, Maître Ben, vous savez, j'ai envie de voir avec vous la responsabilité des politiciens d'avant du Valier et celle de ceux qui continuent à lutter pour la démocratie en Haïti. Donc, aujourd'hui encore, on parle de transition. La transition qui ne finit pas. Est-ce que cette question de transition ou de démocratie a été mal approchée, mal abordée après 86, Maître Ben? Bon, oui, parce que il y a beaucoup d'acteurs, certainement bien intentionnés, avec la meilleure et bonne intention du monde, mais qui se trouvaient de moments historiques. Il y avait des gens qui pensaient que il fallait faire une grande révolution populaire, et sur le modèle cubain, et il y en a d'autres qui pensaient que... Alors, d'inspiration socialiste. Oui. Et il y en avait qui pensaient que, bon, le Valier étant parti, c'était le produit de la volonté divine. Il fallait s'en remettre à Dieu et se croiser les bras pour que les choses continuent à s'améliorer. Et il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait travailler pour établir progressivement un changement progressif, démocratique et national. D'accord? Et je dois dire que j'appartiens à ce courant-là, mais je dois dire que ce n'est pas ce courant-là qui a eu le dessus. D'accord? Bon. Et pour faire le changement, il ne s'agit pas seulement d'avoir la bonne volonté. Et je respecte la croyance des uns et des autres, et même les non-croyants, les matérialistes, et je respecte leur position philosophique. Mais pour avancer en histoire, on ne peut pas faire de raccourcis. Il n'y a pas de raccourci que l'on peut faire en histoire, n'est-ce pas? Et l'histoire progresse par étapes. Parfois, il y a de grands bonds et qui se font, mais on ne peut pas échapper à certaines conditions objectives. C'est-à-dire quand la situation le permet, on peut faire les bons. D'accord? Donc, il y a, dans cette expérience des 33 dernières années, il y a du bon. Il y a du bon, il y a même du mauvais. D'accord? Donc on se trompe de quoi ou de dire que ces 30 dernières années, ces 33 dernières années sont perdues? Non, je ne pense pas que ce soit perdu. Il y a donc, il est clair que après 30 ans, on n'a pas pu accoucher le changement voulu par le peuple haïtien.
Hein? Parce que pour nous autres, le changement, ça aurait signifié, n'est-ce pas, une nouvelle façon d'orienter l'économie du pays, une économie plus performante. Hein? C'est-à-dire ne plus avoir recours mais c'était pas à la mendicité. Mais c'était pas pire avant, c'était apparemment. Et moi-même, je prends que le mal haïtien, c'est un mal qui va en s'aggravant. D'abord, la maladie était là, on manque bien. On ne l'a jamais dit assez. Dans la chute de Duvalier, on voit seulement l'aspect politique. Mais il y a la grande dégradation économique et sociale. Hein? L'économie haïtienne avait commencé à dégrader depuis et sous Duvalier. D'accord? Il y avait la polarisation sociale en une grande masse, très très pauvre, puisqu'à partir du moment où il y a le déclin de l'économie, l'appareil de production ne marchait pas, à partir de ce moment, vous comprenez qu'il y a une masse de ce travail, je vous dis pire que les chômeurs, il y a une masse de ce travail et qui sont là, il y a des jeunes qui commençaient à s'évader du pays. N'oubliez pas, il y a le phénomène de boat people. C'était donc la désespérance. Et c'était quand même le courage du peuple. On ne l'a jamais dit assez. C'est-à-dire le peuple qui risque sa vie en haute mer pour aller dans un pays parce qu'il espère trouver du travail. Je pense que c'était une forme de courage. Donc, il y avait des problèmes sociaux qui étaient aigus, etc. Donc, je veux dire, la dégradation a commencé et depuis longtemps. Les choses se sont aggravées. Se sont aggravées. Mais il y a aussi une autre chose, même il y a la façon dont les Haïtiens d'alors comprenaient la démocratie. Et ça a duré à travers le temps. Et les choses se sont dégénérées. Les choses se sont aggravées en quelque sorte aujourd'hui. Et on va jusqu'à dire que la dictature change de camp aujourd'hui. Sous Duvalier, c'était un régime dictatorial, c'est ce qu'on se plaît à dire et à répéter, c'est d'ailleurs ce qui a valu la chute de Duvalier. Mais aujourd'hui, soit au niveau du Parlement, on parle de dictature parlementaire, soit au niveau de la population, on parle de dictature populaire ou tout simplement de populisme. Bon, il y a beaucoup de concepts que les gens emploient à tort et à travers, tu comprends? Quand on dit les Haïtiens, leur conception de la démocratie, il y a des Haïtiens. On ne peut pas mettre tous les Haïtiens dans le même sac. Il y a des gens qui effectivement étaient tous dans la démocratie populaire, ce qui n'était pas possible, dans le sens où les soviétiques avaient établi la démocratie populaire dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la dictature du prolétariat. Et il y en avait qui pensaient qu'il fallait faire seulement du néolibéralisme. Et il y avait des choses qui confondaient anarchie, l'anarchie et démocratie, etc. Donc ça a été un bourreau de culture, d'accord? Maintenant, il se trouve que les véritables démocrates n'ont jamais pris le pouvoir pour éprimer une orientation, n'est-ce pas, raisonnable, réellement démocratique, c'est-à-dire que construire l'Haïti qui était possible. Je ne parle pas de l'Haïti idéal, mais l'Haïti qui était possible. On aurait évité cette dégénérescence de la situation si les vrais démocrates avaient réussi à prendre le pouvoir. Et appliquer un programme, et réussir un programme de changement. D'éducation d'abord, mais il faudrait, bien sûr, et après avoir pris le pouvoir, je pense que il faut investir sur le long terme. Et si on veut investir sur le long terme, il faut agir sur l'éducation et sur l'économie. Certes, les choses ont dégénéré, mais même, est-ce qu'on est dans un carrefour où on peut revenir sur le passé, par exemple? Est-ce qu'on peut sauver quelque chose aujourd'hui? Ah oui. Moi-même, je suis pas un vendeur d'optimisme à bon marché, mais je pense que Haïti n'a pas qu'à payer. Je ne dis pas par croyance, c'est le produit d'une analyse froide. Il y a beaucoup d'expériences qui sont soldées par des échecs, mais il y a un fait, c'est qu'il y a une jeunesse aujourd'hui
pour moi-même, de plus en plus éclairés. Je les rencontre en classe de philo, je les rencontre à l'université où j'enseigne. Et il y a beaucoup de jeunes gens. Hein. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle les pétro-challengers. Hein. Ils se sont mis debout, n'est-ce pas, pour dire non. Et quand on voit qu'il y a donc des marches, des manifestations, bien sûr, il y a eu quelques casses, il y a eu quelques violences, des choses que nous condamnons. Hein. Mais quand on voit cette jeunesse-là qui demande, qui vous dit qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande, n'est-ce pas, de l'espoir. Elle demande le futur, le meilleur futur, elle demande l'université, elle demande du travail, etc. Donc, le pays, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, de générer de nouvelles ressources. Hein. Mais il y a ce gros changement, je ne le verrai pas, vu mon âge. Hein. Ça ne dépend pas de vous. Mais je pense que de cette jeunesse haïtienne doit sortir de nouvelles têtes. Hein. Je ne dis pas des agitateurs, je dis de nouvelles têtes, de nouveaux leaders, hein, responsables, bien formés, et pour imprimer une politique de changement au pays. Très certainement, l'ingénieur agronome Henri Christian Louis est plus jeune que vous et moi, maître. Oui. Alors on va voir entre accord et désaccord par rapport à ce qui vient d'être dit, où est-ce qu'il se situe? J'aurais aimé aborder la crise dans une perspective dialectique. Cela veut dire que dans un mouvement de la réalité vers des transformations sociales profondes. Et dans cette logique, il faudrait considérer d'abord la genèse et de la crise. Pourquoi nous sommes arrivés à ce point après 200 ans d'histoire. Et deuxièmement, regarder, je pourrais dire, l'explosion de l'expression populaire de ces 15 derniers mois et pour, en fin de compte, arriver à une stratégie et de sortie de crise pour construire cette nouvelle Haïti dont le professeur Benoît vient d'appréhender. Et si vous me permettez, en termes de genèse, il faut regarder la société dans ces trois composantes. En trois composantes, je dirais, et le pouvoir, et les classes dominantes, et nous autres. Les classes dominantes, on pourrait les associer à un enchevêtrement d'intérêts individuels et de classes ou de clans, et qui priorise l'accumulation de l'avoir à la place de la valorisation de la personne humaine. Et pendant nos 200 ans d'histoire, il semblerait que le pouvoir, représenté particulièrement par le président de la République, par les présidents de la République ou différents présidents, se sont positionnés comme des protecteurs ou bien des accompagnateurs de la classe des dominantes, je pourrais dire. Et c'est cette synergie, bien cette alliance pouvoir classe dominante que nous pourrions baptiser de système, que des fois nous assimilons à une main invisible, et une main invisible que aussi nous associons à des puissances étrangères, parce que des fois on retrouve l'implication de certaines élites et étrangères. Maintenant, nous autres, la troisième partie, et c'est vous et moi, et qui représentons en fait, je pourrais dire, la classe moyenne. Et notre comportement de classe moyenne a toujours été à la recherche d'avantages personnels, je pourrais dire, en grappillant sur ou bien le pouvoir ou bien les classes dominantes. Et vous avez de l'autre côté les masses et populaires et qui fonctionnent plutôt dans une logique informelle. Et en fonctionnant dans une logique informelle, des fois, ils font l'affaire, et je pourrais dire aussi des classes dominantes d'une manière inconsciente. Donc, inconsciemment, nous protégeons, nous gardons le système. Et nous facilitons aussi la reproduction de ce système à chaque fois qu'une crise émerge.
Donc sa pérennisation dépend encore de nous. Certainement. Madame, vous avez une objection? Ce que je viens de dire sur les classes moyennes, hein, les classes moyennes, puisqu'il n'y a pas qu'une seule classe moyenne, il y a les classes moyennes, il y a plusieurs strates, hein, au niveau de cette classe. Mais comme état d'esprit, hein, c'est ça, les classes moyennes, c'est un drame permanent, hein, et quand on n'est pas au pouvoir, elle est dans l'opposition, hein, elle est très critique vis-à-vis de la classe dominante, mais une fois au pouvoir, elle se met au service de la classe dominante. D'accord? C'est une façon pour ne pas perdre ses positions, ses avantages, et puis pour ne pas tomber au niveau, n'est-ce pas, disons, de la classe pauvre, au niveau des masses paysannes, hein, du prolétariat également. Donc, il y a toujours une ambivalence. Il y a une ambivalence chez les classes moyennes. Il y a le dire, il y a le faire. Il y a le dire chez les éléments de cette classe qui est progressiste, qui parfois même est révolutionnaire, hein, et dans la pratique, ils ne tiennent pas, le coup, ils ne tiennent pas sur la route. Donc tout comme la bourgeoisie, un état d'âme, dit-on, la classe moyenne, selon vous, serait aussi un état d'âme? Non, je ne dis pas un état d'âme, mais c'est une réalité. C'est une réalité, mais il y a un état d'esprit qui traverse. Hein, et ce que Dagodom Christian vient de dire là, elle est au service. Est-ce que cet état d'esprit, notre Ben, est permanent chez toutes les classes moyennes? Cet état d'esprit, cette ambivalence, elle est permanente, et quel que soit les pays seulement, hein, et dans nos pays du Sud, hein, aux pays sous-développés, etc., étant donné que l'assiette économique n'est pas large, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, hein, à ce moment-là, les gens s'entre-déchirent entre eux, n'est-ce pas, pour accéder, mais la voie la plus courte d'après eux, c'est le pouvoir pour avoir accès à la caisse publique. La caisse publique devient une mangeoire, hein, c'est-à-dire pour avoir accès, n'est-ce pas, à l'argent du peuple, hein, d'accord, c'est ça le problème. Donc je partage l'essentiel de sa pensée. Ok, et Henri Christian Louis, mais malgré tout, est-ce qu'il y a de l'espoir selon vous? Avant d'arriver à l'espoir, j'aimerais continuer un peu sur la note sur laquelle Maître Benoît a terminé, la caisse publique en tant que mangeoire. Et cela permet d'appréhender la différence entre les crises politiques antérieures et la crise actuelle. Les crises politiques antérieures, on pourrait dire que ça a été une bataille pour le contrôle et le partage des ressources et de l'État, et sur le mode de création de richesse. Si vous prenez au cours de notre histoire, si vous considérez au cours de notre histoire, l'État a toujours privilégié certains groupes économiques à travers des programmes de passation de marché et l'émission de franchises douanières, et certaines fois l'affectation des ressources de l'État, comme par exemple les ressources de l'ONA et les devises et de la BRH. Et ce partage et ce contrôle, il y a une certaine dynamique entre le pouvoir et les classes dominantes. Si vous prenez par exemple pour les Duvalier, et jusqu'avant le mariage de Jean-Claude, on pourrait dire que le pouvoir avait le contrôle de la création de richesse et de la redistribution de cette richesse. Après le mariage de Jean-Claude, et surtout après 1986, il y a eu une tentative d'augmentation du contrôle et de l'appropriation des ressources et de la richesse par les classes dominantes, et ceci s'est accentué avec l'avènement au pouvoir
du président Michel Martelly. Et nous pourrions dire que avec le président Michel Martelly, il y a eu un contrôle presque total, et c'est probablement la première fois que ça s'est produit dans l'histoire d'Haïti. Maître Benoît pourrait me contredire que la classe dominante a eu pratiquement le contrôle du portage des ressources et de la richesse, et ça s'est manifesté concrètement à travers la gestion des fonds pétro-caribéens. Quand vous parlez de la classe dominante, vous parlez ici des nantis. Exactement. C'est exact, c'est votre point de vue aussi. Avec une nuance que je voudrais apporter, comme vous avez dit, c'est la première fois. Hein? Et le prof d'histoire et chez moi veut rappeler qu'au 19e siècle. Alors il a eu la sagesse de dire que vous pouvez le contredire. Hein? Oui, ce n'est pas l'esprit de contradiction qu'il y a chez moi, mais quand même je veux rétablir la vérité historique dans sa totalité. Et pour dire qu'au 19e siècle, et sous certains gouvernements, et par exemple à l'époque de Noyer, hein, et à l'époque de Giffard, etc., et il y a eu cette mémise de la classe dominante, hein, et disons de la fraction mulâtre, parce que quand on parle de classe dominante, il y a la fraction noire également, mais il y a la fraction mulâtre qui avait mémise et sur les terres, hein, et sur l'appareil d'État. D'accord? Et c'était ça. Et la réalité, comme on connaît pas la composition sociale. Alors, donc, il faut voir qu'il y a une certaine enchevêtrement. Hein, et le mot qui convient, c'est plutôt intromission, c'est-à-dire une entrée dans l'autre. Hein, une entrée dans l'autre, et qui fait au niveau, n'est-ce pas, disons, du comportement de cette classe dominante, etc. Toujours est-il, cette classe dominante, son état d'esprit, quelle que soit la fraction qui est au pouvoir, quelle que soit la fraction mulâtre ou la fraction noire, c'est que elle ne s'intéresse pas. Elle ne s'intéresse pas au progrès de la nation. Elle ne s'intéresse pas, hein, à la production nationale. Hein, c'est-à-dire, son état d'esprit, c'est de s'enrichir, hein, on veut d'augmenter ses richesses à partir de la caisse publique, hein, c'est-à-dire l'esprit de rente, hein, qui prédomine. Ça a commencé avec la rente foncière, hein, la rente foncière à partir de 1806, ce qui a remporté les salines, et vous aurez après ça la rente commerciale, hein, il s'agit de faire de l'argent à partir du café, du cacao, etc., au détriment du peuple haïtien, au détriment de l'État haïtien, et sans se préoccuper d'investir pour améliorer la production agricole, sans se préoccuper d'investir dans l'industrie. D'accord? C'est que nous avons raté la révolution industrielle de la deuxième moitié du 19e siècle. Il s'agit, n'est-ce pas, de faire de l'argent. Si il serait intéressant de faire l'histoire des grandes fortunes en Haïti. D'accord? Vous allez voir, la plupart des grandes fortunes, hein, et ces grandes fortunes-là se sont constituées à partir, n'est-ce pas, de la caisse de l'État. D'accord? Pendant longtemps, Maître Ben, chaque fois qu'il y a parlé de monde qui a contrôle des ressources de l'État, il fait allusion à quelques familles. Et là, on se porte une nuance qui peut-être vous avez retenu l'attention. On dit que nous, ça eu que nous estimons qu'il contrôle l'État, et ceci pendant des années, plusieurs années, c'est pas seulement une frange mulâtre. Bien des noirs qu'il a dans tout. Je dis, si nous devons parler de... Il y a trois franges. Les trois franges mulâtres, les franges noires, il y a la frange syro-libanaise. D'accord? Ça donne en Haïti, arabe. Est-ce que selon nous-mêmes, même c'est cas difficile, est-ce que selon nous-mêmes, richesse paysan, t'as à gérer, ou même qui contrôle, c'est à peu près une centaine de familles, une cinquantaine de familles? Bon, nous ne pas aller dans guerre de chiffres, d'accord? Et bon, l'économiste c'est pratiquant, hein, pour me dire que des possibles sous c'est ça, hein, mais là, il faut nous à quelques statistiques, à faire des recherches, de missions, etc. Et
à nouveau pour le volume de taxes qu'il a payé, etc., impôts, pour nous être capable de connaître. Mais de toute façon, il faut nous dire, et c'est visible, hein, quand on voit l'état général du pays, sont en minorité. Hein, sont minorité. On est que garder le week-end, hein, les vacances, hein, monde qui a possibilité pour aller dans la plage. Hein, on ne va pas parler des plages publiques. Hein, une plage qu'on va payer, généralement, ouais, on est quoi? Garder mon capot n'est-ce pas? Et nous qui matriculés, ouais, c'est des gens aisés. Donc on a dit son minorité. Hein, et la plupart du temps, généralement, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les membres d'une oligarchie. C'est ça la réalité. C'est-à-dire vous n'avez pas une bourgeoisie, hein, dans le sens classique du terme, hein, qui a produit, hein, et qui a investi dans la production, dans l'industrie, etc. Et, ou plus, n'est-ce pas, monde qui a des activités de comprador, c'est-à-dire que acheter, hein, à l'extérieur. Non mais ça les regarde bon non, ça table la bonne non, ils nous vendent ici, nous prenons bénéfice par eux, et puis il faut l'argent là-bas, hein, il tourne à l'une là. Et vous voyez, c'est pour un produit ici là, vous voyez, vous vendez l'autre moto. Donc, quand ça qui a fait l'argent en Haïti, il n'a pas fait l'argent pour Haïti. Alors, du tout, non, l'esprit n'est pas tourné. N'est-ce pas? Alors, ça clair, tu dis la vérité, l'esprit, hein, chez cette oligarchie n'est pas tourné, hein, vers Haïti. Non, vers les problèmes nationaux, vers la solution des problèmes nationaux. Vers la prospérité du pays. Non, du tout. Demain, c'est faire le plus d'argent possible. Mais est-ce qu'il y a des cas, il y a quelques cas exceptionnels, hein, parce qu'il y a l'exception, mais l'exception ne fait que confirmer la règle. C'est ça. Mais est-ce que Ben et Henri Christian Louis, est-ce que pour le moment pas plus profond que ça? Il dit que même les jeunes haïtiens, bon, Haïti, c'est seulement un tremplin pour eux, c'est pas un tremplin, c'est un espace de transit, c'est que les boulots, tous les jeunes. Je dis, il n'y a pas, par contre, c'est éducation, nous, par contre, c'est jeunes formés, mais en plus, là-dedans, pas de travail pour le progrès d'Haïti, mais il y a plus à travailler, ne serait-ce que pour leur propre survie, c'est le bon à regarder. C'est à l'étranger qui a regardé. Et on a parlé de classe dominante là, et on a parlé un peu là-dedans, et c'est des entrepreneurs. Et entrepreneurs, logiquement, dans tous les pays du monde, c'est la recherche du profit. Et ils mettent comme dehors. C'est le maximum de cob et s'il pas dépassé, vous ne plus bien content. Maintenant, à côté du processus d'accumulation et des richesses et que nous sommes capables de garder, et il faut regarder aussi au niveau de l'État, qui incitation que l'État baille classe possédante là pour que les prenne des risques ou bien que les investit dans la production nationale et dans la création de plus de travail, parce que faut nous admettre que le peu que nous sommes capables de dire et que il y a une économie vivante et que il y a un certain niveau d'emploi dans la société. Et puis tout, qui genre que l'État a des questions de redistribution et de la richesse là tout. Est-ce que nous parlons tout à l'heure qu'il y a une sorte de conflit entre le pouvoir et les classes et les affaires, si l'on peut dire comme ça. Donc, est-ce que en dans conflit ça, l'État n'a pas de responsabilité par que il pas garder des questions de distribution de richesse là et de distribution de répartition de richesse, Jean t'a supposé faire et pour que les classes dominantes là, lui-même, il y ait contrainte pour que les faits ça t'a supposé faire en termes de payer taxes et en termes de payer tout avantages sociaux que lui doit payer pour employer autour. Monsieur, en bon pause là, bien obtenu, nous parlons un petit peu plus actualisé et émission, surtout avec, d'abord me connaître, est-ce que vous pouvez mettre mon groupe qui formule des propositions pour un déblocage de crise politique là, un groupe ça avec les gens encore mettre le bloc démocratique. Bloc démocratique. Le national. C'est ça. Et là, c'est jeudi, nous allons représenter la c'est ça, on va avoir une conférence qu'on va jeudi. Dans quelle catégorie nous positionnons? Modéré ou radical ou bon, nous
c'est-à-dire que nous-mêmes, nous qui sommes raisonnables, et nous prenons conscience que le pays a une situation inacceptable, d'accord, et politique à appliquer par l'équipe en place, et M. Joël Moïse, n'est-ce pas, il n'y a pas de résultat, il est intolérable, et puis il y a dans sa grande majorité demandé pour le démissionner et nous partager pour lui ça, d'accord. Mais en même temps, nous pensons que c'est pour un fait de voyer Jovenel aller pour voyer l'aller, tu vois bien. Je pense que c'est l'élément de la classe. Soit un fait que après lui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous-mêmes au niveau du bloc démocratique, c'est pour un fait de afin que le départ de Jovenel du pouvoir, ce n'est qu'une première étape. Avec Benanton, ça va propose là. Mais d'accord. Parce que surtout que nous connaissons que nous allons obligé de libérer bientôt pour aller vers la conférence, mais on continue de faire après. Nous suivons, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, le professeur Victor Benoît et l'ingénieur agronome Henri Christian Louis.